Recevons Xavier Titelman. Vous êtes Xavier Titelman, merci de nous rejoindre, un des meilleurs spécialistes de l'aéronautique militaire. Vous suivez, vous monitorez, comme on dit en bon français, de manière extrêmement précise tout ce qui se fait dans le ciel ukrainien maintenant depuis février 2022. Revoyons ces images de Bakhmout détruites, où on voit à quel point les deux armées tiennent et veulent tenir et affichent leur volonté de tenir, à la fois l'assaillant russe et le défenseur ukrainien. Votre regard à vous sur ces images, sur ce qu'elles disent de l'état de la ville, il n'y a pas besoin de grands spécialistes pour voir que c'est détruit à ce point-là, mais du rapport de force. En fait, ce qui est surtout désespérant, c'est à quel point ils visent mal. Parce que s'ils avaient une aviation, notamment, ils n'auraient pas besoin d'utiliser des missiles de croisière, comme on l'a vu cette semaine. Ils n'auraient pas besoin de taper avec de l'artillerie sur à peu près tout ce qu'il y a devant eux. Ils auraient une cible qu'ils détruiraient directement. Et le fait qu'on soit devant des champs de ruines, c'est simplement un échec de la guerre moderne. On revient, comme vous le disiez, à une guerre façon Première, Deuxième Guerre mondiale, mais dans laquelle on manque absolument de précision. C'est consommateur en vie humaine, civile et militaire. Et puis c'est très difficile pour ceux qui sont à l'offensive. Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, était notre invité il y a quelques mois. Au début de la guerre, il disait, vous verrez, ce sera une guerre russe d'artillerie. Au fond, dans leur psyché profonde, c'est cette idée-là. On tape, on tape, on tape à l'artillerie. Mais on tape à l'artillerie si on n'arrive pas à percer. La logique voudrait que l'artillerie permette de percer. Or là, on voit bien, enfin, je veux dire quand même, Bakhmout, c'est à 25 km des lignes qui sont occupées depuis 2014. Ça fait 1 an qu'ils se battent pour avancer de 25 km et ils sont toujours en train de buter sur cette ville. S'ils finissent par la prendre, ce sera la même chose pour la ville suivante et on est parti. Prigogine le disait il y a un mois, il disait à la vitesse actuelle, il faut 2 ans pour prendre juste le Donbass. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de perdre 10, 15, 20 000 hommes par mois pendant 2 ans? Évidemment non. Oui, l'épisode de Bakhmout, on l'a vécu à la fin de l'offensive précédente, avant l'été, à Lysychansk et Severodonetsk. Ça a été pareil. Ça a été des combats pas possibles. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, l'armée russe? Eh bien, après ça, elle s'est arrêtée. Elle n'a pas réussi à progresser. Aujourd'hui, la prise de Bakhmout ne veut pas dire qu'ils vont déboucher, qu'ils vont percer. Exactement. Ils n'arrivent plus à progresser réellement. À l'échelle du commandement russe, est-ce que c'est un problème ou est-ce que de leur point de vue, de toute manière, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'opinion publique réellement qui va leur reprocher quoi que ce soit, en tout cas pas immédiatement? Oui, alors pas immédiatement. Maintenant, quand même, il y a des commentaires en Russie en disant notre armée, on pensait qu'elle était meilleure que ça, quoi. Mais ça circule quand même pas mal, hein. Et juste un petit point, puis j'en profite puisqu'il y a un aviateur. Juste un petit point. Le problème, c'est que les Russes ont très vite compris que leurs avions se heurtaient à la défense antiaérienne et qu'ils ne savaient pas l'utiliser. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, leurs avions, ils restent en Russie. Ils viennent pas là parce qu'ils ont peur de faire détruire leurs avions. Alors, donc, c'est euh, l'utilisation interarmée russe est totalement défaillante. Mais comment comprendre la sous-question de ce que je vous demandais tout à l'heure, cette côté erratique de la stratégie russe? Ils frappent fort, après on a l'impression que ça s'arrête un moment. Idem sur Kiev. Il y a eu des efforts faits sur Kiev, puis plus du tout, puis à nouveau, les drones, après les missiles, les dates anniversaires. Parfois, ils sont très attachés à marquer une date anniversaire, parfois, ils montrent qu'ils s'en fichent complètement, ils attendent quelques jours. Mais moi, je pense que l'armée russe n'est bonne que dans les combats asymétriques. La prise de la Crimée, bravo, ça a été très fort. En 2014, ils ont réussi, quasiment sans faire la guerre, à le prendre. Donc là, c'est pour ça que quand on parle aujourd'hui de la Transnistrie, de la Moldavie, je dis attention, là, ils peuvent faire un coup. Pas envoyer des parachutistes et tout, mais faire un coup. Donc ils sont forts dans ces trucs-là. Mais en revanche, dans l'utilisation de l'armée, et là je parle terrien, armée classique, ils n'ont absolument pas progressé. C'est effectivement l'artillerie avec l'infanterie qui arrive derrière. Et il y a quelques fois où ils ont utilisé les chars, ça a été une catastrophe parce qu'ils sont tombés dans des pièges qu'ont montés les Ukrainiens, remarquablement d'ailleurs, et où ils ont perdu leurs chars tout de suite. Général Trinquant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On continue avec vous, Xavier Titelman. Regardons ces autres images. C'est la manière dont les Ukrainiens exaltent leur courage de leurs combattants dans Bakhmout. Alors, la version originale est en musique, parce que ce sont des vidéos qui sont montées en musique. Le soldat ukrainien qui se déplace dans la ville au soleil couchant. Il y a là une dimension, disons, symbolique. Évidemment, l'enjeu stratégique, on l'a dit, il n'est peut-être pas très grand, mais pour retenir Bakhmout, c'est un enjeu majeur. Mais évidemment, et en fait, j'ai parlé hier encore une fois avec des Français qui sont dans Bakhmout, qui s'y battent, qui sont des volontaires de la Légion des volontaires internationaux. Et je leur dis, mais est-ce que vous restez? On sent des préparatifs pour quitter cette ville? Et ils me disent, mais
tout le monde sur place se plaint. C'est une horreur, c'est catastrophique pour les Ukrainiens. Ouais. On perd des dizaines de copains par jour. On estime entre 100 et 200 Ukrainiens qui meurent chaque jour. Mais il dit froidement, mathématiquement, quand je prends du recul, on tue, lui il estime qu'il a tué 200 Russes en 10 jours, en première ligne. Donc il faut se rendre compte que le ratio est tellement favorable en faveur des Ukrainiens qu'ils n'ont absolument aucune raison de se retirer de Bakhmout. Politiquement, c'est difficile à faire comprendre à la population qu'on perde autant d'hommes de valeur pour simplement défendre cette ville qui est complètement rasée. Mais stratégiquement, militairement, évidemment que c'est intéressant d'appliquer cette attrition contre l'armée russe. Vous donnez un bilan hypothétique, mais c'est rare qu'on se hasarde à donner des bilans côté ukrainien. Vous pensez, vous, que c'est ça, cet ordre de grandeur, 100 ou 200 hommes qui tombent chaque jour, Pertes, pas forcément des morts, mais blessés ou morts? blessés ou morts, il y a au moins 100 ou 200 par jour, à mon avis, qui sont... Et c'est pour ça que c'est difficile à accepter du point de vue de la population ukrainienne. Mais néanmoins, militairement, froidement, c'est quelque chose qui est avantageux pour eux. Ça montre l'ampleur ici du sacrifice, parce que le calcul est vite fait. Si c'est 700 morts ou 1000 morts par semaine, à l'échelle de l'armée ukrainienne actuellement, qui, on le rappelle, n'a pas fait de mobilisation générale, Tout à fait. c'est énorme. Mais néanmoins, on ne voit pas les réserves. C'est-à-dire qu'il y a une masse de manœuvres qui est très importante. Toutes les offensives qui ont permis de reprendre 20 000 km² entre septembre et novembre dernier, ces groupes d'offensives, cette artillerie, ils sont pas là, ils sont pas au combat. Donc, et accessoirement, l'Ukraine a révélé aujourd'hui qu'il y avait 70 000 soldats qui sont formés aux standards occidentaux, qui ne sont pas utilisés non plus. Donc ils ont clairement une masse de manœuvres assez importante pour monter des contre-offensives. Bakhmout, c'est peut-être un piège pour l'armée ukrainienne qui perd beaucoup d'hommes, mais peut-être que c'est aussi un moyen de fixer les Russes à un endroit. Éventuellement, pourquoi pas lancer une contre-offensive tout de suite là dans le sud avant que ça dégèle, ou dans tous les cas, il y en aura certainement à partir du mois d'avril-mai. Est-ce que là, il y a une inquiétude non dite des Ukrainiens? Notre confrère du Figaro a fait un article sur le sujet où il y a un certain flou sur la question de l'enrôlement. Théoriquement, ce sont seulement les professionnels et les volontaires. Or, on voit qu'il faut faire recours. Il y a parfois des enrôlements un peu plus contraints, ce qui est normal, c'est une guerre. Et tout ça est quand même plus compliqué que ce qui est dit officiellement. Non, alors non, très clairement, c'est pas blanc et noir, et ça fait des mois qu'on sait qu'il y a des gens qui sont pas volontaires pour venir se battre, qui sont levés et incorporés dans l'armée. On sait même qu'il y a du côté ukrainien des hommes qui parfois partent au front avec seulement 5 jours de formation, donc autrement dit, rien du tout. Et exactement ce qu'on reprochait à l'armée russe, on le voit, mais dans des proportions qui sont très faibles dans l'armée ukrainienne. Donc oui, ça existe, oui, on trouvera des images, mais je ne pense pas que ce soit révélateur de la globalité. Globalement, là où il y a des mobilisés en nombre qui sont mal formés, c'est quand même majoritairement dans l'armée russe. Avec, de la part de l'Ukraine, cette volonté maintenant de montrer leurs héros. Alors, ce sont ces images de Da Vinci. On va recevoir dans quelques instants Cyril Amourti, que vous connaissez bien, qui avait fait un reportage aux côtés de Da Vinci. Da Vinci honoré par les plus hautes autorités de l'État. Là. On avait rarement vu des funérailles aussi solennelles d'un soldat, le président Zelensky, le chef de l'armée, le chef des services secrets, etc. Tout le monde vraiment était là, même Sanna Marin, la première ministre finlandaise. Il y a là un culte des héros qui commence en Ukraine, comme ça a pu aller, on le rappelait avec le général en France. Mais il y a la fameuse réponse gloire aux héros. Quand on dit vive l'Ukraine, la réponse est gloire aux héros. Donc oui, lui, il incarne énormément de choses. Et Nicolas, le Français qu'on connaît tous les deux, avec lequel on a déjà échangé, est un combattant direct qui connaît cette personne-là. Il a une valeur émotionnelle qui est très importante parce qu'il est bon, parce qu'il est efficace, parce que partout où il a été, il a rayonné, il a permis des victoires. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très apprécié. Et donc ça se ressent aussi dans la population. La population, elle a besoin de héros. Alors malheureusement, c'est quand il est mort qu'on s'en rend compte accessoirement à quel point il pouvait être apprécié. Mais ces gens-là, ils les mettent aussi en valeur parce qu'il y a une exemplarité de ceux qui sont capables de donner leur vie. Malheureusement, derrière lui, il y en a des centaines qui sont inaperçus. Mais il est exemplaire de cette capacité des Russes à souffrir. Et on dit toujours que dans une guerre, c'est celui qui gagne, c'est celui qui est capable de souffrir un quart d'heure de plus. Là, aujourd'hui, les Ukrainiens montrent qu'ils ont toujours cette volonté de continuer à se battre malgré les pertes. Vous avez été en Ukraine, vous allez y retourner prochainement dans les témoignages personnels que vous avez recueillis. Quelle est la résonance de ça? À l'époque où j'y étais, ils étaient plutôt sur la fin des contre-offensives réussies au mois de novembre. Donc ils étaient très clairement sur un ascendant, ils avaient l'impression d'avoir pris l'ascendant sur la Russie, et ils disaient simplement on veut plus d'armes pour continuer à avancer, pour continuer à reprendre tout notre territoire. Moi, et c'était un pompiste dans une station-service, c'était des jeunes assis à côté de moi dans le restaurant, qui me disaient mais donnez-nous plus d'armes, je veux aller me battre. Alors là, en l'occurrence, c'était des gens qui voulaient aller se battre, et on leur disait mais il n'y a même pas assez de fusils d'assaut pour vous équiper. Et je leur ai dit, mais regardez, on va vous donner des AMX-30. Ils me disaient, oui, mais vous nous en donnez 30. Ça permet seulement à 200 Ukrainiens de se battre. On est des milliers qui voudraient pouvoir aller se battre. Plus d'armes,
ça peut vouloir dire quoi, notamment de la part des Occidentaux? Rappelons cette nouvelle qui a été donnée hier sur l'usage du système JDAM. Alors c'est sur votre blog, JDAM. JDAM. Il est traité, n'est-ce pas, sur votre blog. C'est une amélioration de la bombe qui est tout à fait considérable. Oui, alors c'est assez intéressant parce que les JDAM, c'est des bombes guidées effectivement avec une grande précision de l'ordre de 1 mètre qui peuvent être larguées à 40-45 km de distance. Et ça veut dire aussi qu'on a des avions qui ont besoin de se rapprocher à 40 km de leur cible. Donc s'ils veulent taper à 10-15 km dans la profondeur, c'est-à-dire qu'ils se mettent à portée de la défense aérienne russe. L'intérêt de l'Extended Range, donc de la JDAM-ER, c'est qu'elle peut être tirée à plus de 70 km de distance. Et ça paraît pas beaucoup. C'est un petit peu finalement comme les fameux missiles HIMARS qui ont une portée de 80 km, sauf que là, on va larguer 500 kg, 1 tonne d'explosifs, alors que finalement un obus c'est 30. Oui. Donc c'est On passe à 100 à 1000, en gros, de 100 kg à 1000, en gros. Exactement, x10. Ça veut dire qu'en un seul coup, on détruit les bunkers, on détruit la défense qui a pu être construite par les Russes dans les derniers mois, et ça ouvre la route pour les chars qui vont pouvoir avancer derrière. Donc stratégiquement, c'est très important d'avoir ce type de bombe. Et on ne sait pas encore d'ailleurs sur quoi ils vont les utiliser, probablement sur les MiG-29 ou les Sukhoi 25, qui, au grand étonnement de tout le monde, continuent à voler chaque jour. Les Ukrainiens continuent à avoir des avions de chasse qui volent. C'est une incompréhension totale. Pourquoi les pistes ne sont pas détruites? Pourquoi est-ce qu'ils tirent sur des réseaux électriques et des réseaux de chauffage plutôt que de taper sur les pistes? Ça, c'est incompréhensible. Mais oui, quand ça va arriver, ça va faire la différence pour les offensives. Vous êtes très grand spécialiste des drones. Quand on revoit les images des bombes larguées, cette fois, on est très loin du JDAM. C'est tout sauf la bombe téléguidée. C'est vraiment simplement la gravité qui joue, où on vise quasi à l'œil. Et là aussi, c'est remarquablement efficace. Mais c'est étonnamment, oui. Et les Russes, dans certaines zones, ont mis une densité de défense aérienne, de brouillage qui est intéressante. Par exemple, à Bakhmout, c'est de plus en plus compliqué. Général Trinquant le disait à l'instant, 3-4 vols avec des petits drones de ce type-là, ça commence à être beaucoup parce qu'il y a un tel brouillage que ces drones tombent, tout simplement. Par contre, dans certaines autres zones, notamment Vuhledar, ils ont été d'une efficacité absolument redoutable. Ils sont capables d'observer, de donner une impression très précise pour le guidage de l'artillerie. Et ensuite, quand les pauvres Russes, je les plains parce qu'on les voit, on voit leur visage avant de se faire tuer, ils se cachent dans des trous d'obus, ils se font ensuite tuer avec les petites bombes. Ça participe très clairement à l'attrition. Et les Ukrainiens, c'est le seul domaine dans lequel ils ont la domination à la fois technique et à la fois en nombre. Ils ont la masse, la quantité et dans l'usage. Dans l'usage, ils sont bons dans beaucoup de domaines. Mais là, ils ont vraiment les 3 supériorités. Vous avez amené vous-même un certain nombre de matériel là-bas. Ah oui, j'amène du matériel quand je peux, notamment parce que dans la dernière fois que j'y étais, on a eu la chance de rencontrer, vous avez passé un extrait, des combattants français de la Légion qui ont, eux, fait un appel aux dons. Et c'était bien parce qu'il y avait plus de 15 000 € qui ont été récoltés par eux. Et donc, on a pu acheter des drones qui ont été utilisés pour l'armée. Avant ça, j'avais fait des collectes qui étaient plus à vocation civile. Donc, on a acheté déjà 15 4x4. Le dernier qu'on a acheté est un 4x4 qui nous a été demandé pour aller faire de l'évacuation des blessés en première ligne, sans lumière, sans avoir besoin d'utiliser ces phares. Et donc, on a mis des caméras infrarouges. C'est vraiment des choses qu'ils nous demandent sur le terrain. Ils ont beaucoup besoin de moyens. Les Ukrainiens disent beaucoup. Pourquoi si tard? Ils pensent en particulier aux chars. Information de presse de la journée, beaucoup de chars n'arriveront qu'au mois de mai. Mais oui. Évidemment, de leur point de vue, c'est très tard. Oui, alors, mais finalement, c'est encore relativement acceptable, puisque le temps que le dégel arrive, s'ils sont prêts au mois de mai, ils sont prêts pour les contre-offensifs qui sont prévus après le dégel. Soit il fallait les avoir maintenant pour, en gros, fin mars. Entre fin mars et début mai, finalement, il ne va pas se passer grand-chose sur le terrain, puisqu'on va de nouveau être sur le dégel. Mais oui, c'est très long. Et on est toujours avec les pays, les alliés de l'Ukraine, qui ont fait des paliers en laissant une chance à la Russie de se reculer convenablement. Par exemple, les missiles à très longue portée, 300 km au lieu de 80 km tirés par les HIMARS, c'est uniquement si les Russes récupèrent des missiles balistiques iraniens. Donc à chaque fois, on est doux, on dit n'allez pas plus loin, sinon on ira plus loin. Et il y a cette forme de montée en puissance petit à petit, mais la réalité, c'est que si on avait donné tous ces équipements il y a plusieurs mois à l'Ukraine, on aurait sauvé des milliers et des milliers de vies. Pendant ce temps, les Américains, l'OTAN, mais en l'occurrence c'est les Américains très précisément, montrent leur capacité non pas dans le territoire même de l'Ukraine, mais aux portes, à la lisière, les B-52. L'usage des B-52, évidemment, dans l'imaginaire de la guerre, c'est la puissance aérienne américaine. Oui, c'est du lourd. Déjà, quand on le voit, alors d'ailleurs, il date de 1952, mais contrairement au matériel russe, il est réellement modernisé. Et à l'intérieur, on a des dizaines et des dizaines de missiles qui peuvent être tirés en même temps. Là, on est capable de lancer des dizaines de missiles de croisière qui vont taper très précisément sur des cibles russes.
C'est-à-dire que 3 ou 4 avions américains comme ça ont une capacité de destruction très profonde contre le dispositif russe qui serait en Ukraine, parce qu'on se doute bien qu'ils ne vont pas taper sur la Russie. Mais tout ça, c'est simplement un équilibre aussi. N'attaquez pas la Moldavie, n'attaquez pas la Géorgie, c'est peut-être aussi quelque chose de plus global que simplement l'Ukraine. À part la démonstration pure, en termes de capacité de représailles, qu'est-ce que ça donne en plus aux Américains? C'est-à-dire si effectivement il y avait une attaque russe en Moldavie ou en Géorgie, non membre de l'OTAN, donc il y aurait une marge d'appréciation Bien sûr. des États-Unis d'Amérique. Là, quel moyen est-ce que ça leur donne? Il y avait aussi l'éventualité que la Russie passe à des armes nucléaires tactiques locales, auquel cas les Américains avaient dit qu'ils se permettraient de détruire l'armée russe sur le territoire ukrainien. Très clairement, ils ont la capacité aujourd'hui, si tous les porte-avions, les sous-marins, les avions américains lançaient leurs missiles de croisière sur l'Ukraine, je pense que ça mettrait à mal très très largement la totalité de la capacité opérationnelle russe très rapidement. Les ponts ne marcheraient plus, les centres logistiques seraient détruits, une grande partie des centres de commandement, de communication ne fonctionneraient plus. Et là, on n'est pas sur des missiles qui tapent à 3-4 mètres à gauche, à droite, et donc qui ne fonctionnaient pas. On a une puissance américaine qui est tellement démesurée. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la Russie, elle se bat contre l'Ukraine, équipée de plus ou moins les réserves, les surstocks de certains pays de l'OTAN. Donc on ne se rend même pas compte, mais il n'y a même pas 5% du matériel qui a été fourni. Les Américains ont fourni 18 HIMARS, ils en ont 500 derrière. Donc le potentiel militaire occidental, il est tellement démesuré par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, c'est incommensurable. La Russie s'effondrerait très très rapidement si on y allait franchement. Jusqu'où va cette asymétrie? Est-ce que les Américains pourraient détruire l'armée russe? On ne parle pas du nucléaire, ça c'est autre chose, mais disons, toute la dimension conventionnelle de l'armée russe, est-ce qu'elle pourrait être détruite en un jour par les Ukraine, Américains? Alors, sa capacité opérationnelle, ça ne veut pas dire détruire tous les chars, etc. Par contre, sa capacité opérationnelle pourrait être mise à mal en une seule journée. Avec les moyens actuellement déployés en Europe. Bien sûr, il y a largement de quoi faire avec les flottes de F-35. Mais par contre, évidemment, on ne le fera pas parce que là, c'est une entrée en guerre très directe de la part d'un pays de l'OTAN contre la Russie. On parle vraiment de potentiel. Le potentiel militaire pourrait, aujourd'hui, si on le décidait, détruire complètement la capacité opérationnelle russe en Ukraine. Est-ce qu'il y a une marge d'incertitude? Tout à l'heure, le général Trinquant, c'était très frappant, insistait sur la différence essentielle qu'il y a entre les armées qui ont fait la guerre pour de vrai et puis celles où c'est resté toujours théorique. Alors, dans certaines mesures, l'armée russe a combattu pour de vrai, on l'a rappelé en Syrie, et puis dans d'autres domaines, non, c'est resté théorique. Mais surtout, ce qui est marquant pour la Russie, c'est l'absence de l'aéroterrestre, le support aérien, l'entraînement, l'entraînement et l'adaptation à une armée moderne. Quand on voit encore une fois à Vuhledar, on voit des dizaines de chars alignés. C'est-à-dire qu'on revient aux tactiques de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est pire que ça, c'est qu'ils n'ont même pas appris de leurs erreurs de l'année dernière. Il y a 1 an, ils faisaient ces erreurs. Ils avaient leurs chars alignés qui se faisaient détruire à l'artillerie un par un, et ils continuent exactement de la même manière. Il y a un retour d'expérience qui est absolument qui est nul, qui est inexistant. Et on se demande de quelle manière ils vont pouvoir continuer sans apprendre de leurs erreurs. Et il manque quelque chose, c'est le groupement tactique interarmé qu'on a de notre côté, mais la coordination de chars avec l'artillerie, avec la défense aérienne, avec un soutien aérien, et c'est ça qui fait une bonne armée. Mais le manque d'entraînement, le manque de matériel, et puis l'incapacité à maîtriser le ciel ukrainien, fait qu'aujourd'hui on revient à des techniques qui sont tout à fait dépassées. Comment, cependant, est-ce que vous expliquez, si on retourne les choses, parce qu'on peut dire que les Ukrainiens ont réussi à tenir Bakhmout, ce qui est tout à fait vrai, et quand même les Russes n'ont pas reculé. Au contraire, ils ont même très légèrement grignoté le territoire ici ou là. Comment expliquer que malgré tout l'effort, il n'est pas encore à pleine mesure, mais tout l'effort occidental d'aide, la Russie n'est pas davantage reculée? La Russie ne reculera pas tant qu'elle a du monde à remplir dans les tranchées. Tant qu'elle enverra des milliers et des milliers d'hommes à la mort tous les jours comme elle le fait, on en est témoin, tous les jours on peut faire 5 minutes de best-of des petites bombes qui tombent sur les pauvres types en dessous. Donc tous les jours, il y a des centaines de soldats russes qui meurent, et tant qu'ils ont de la masse à perdre, à gaspiller, de la chair à canon, eh bien malheureusement pour les Russes, ça continuera. Les contre-offensives ukrainiennes pourront survenir quand les Russes auront beaucoup moins de monde à gaspiller. Ça commence à se percevoir, notamment dans le nord vers Louhansk, où ils ont de moins en moins d'attaques, et ces attaques suicides. Et puis, objectivement, ces armes, là, on voit quand même du matériel qui est ancien, qui est périmé, qui est de moins en moins efficace. On voit des choses absolument improbables, avec des chars sur lesquels les Russes ont monté des tanks, des canons de marine. Ça n'existe pas. Et les contre-offensives vont permettre de relancer. Mais ce que font aujourd'hui les Ukrainiens, c'est de l'attrition.
ils choisissent de rester sur place. Ils font une guerre de défense qui coûte très cher à la Russie. Et puis, il y a un moment, ce sera à eux d'attaquer. Et là, ce sera quand même un contrebalance. Il ne faut pas sous-estimer pour autant la capacité russe, la capacité de Wagner. On a reçu tout à l'heure parmi des images, qu'est-ce que ça vaut ce char, camion-char qui est aux mains de Wagner, qui montre que les unités Wagner sont souvent d'ailleurs celles qui ont le plus de moyens en réalité. Il y a de l'argent chez Wagner, chez Prigojine. Et ça pose d'ailleurs un problème, y compris dans l'armée russe, puisque les Russes disent il y en a marre, on donne tout à Wagner. Et on a sur Vuhledar l'unité, Vuhledar, la grande contre-offensive dans laquelle la 155e brigade russe a été complètement annihilée. Leurs remplaçants sont arrivés et on dit mais on n'a pas de matos. Tout part à Bakhmut pour Wagner. Donnez-nous le matériel, c'est pas possible. Donc l'armée russe, les soldats russes font des vidéos face caméra dans lesquelles ils disent très clairement il faut arrêter d'armer Wagner parce qu'il reste rien pour le reste du front. Donc oui, la capacité russe à continuer à se battre, elle est colossale parce que c'est un grand pays, ils ont encore de la réserve, mais c'est une réserve qui, en quantité comme en qualité, continue à diminuer. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à remplacer les chars à la vitesse où ils sont détruits. Et les chars qui arrivent en remplacement sont des chars qui sont plutôt anciens. Et c'est exactement l'inverse qu'on est en train d'observer du côté ukrainien. Ces images-là, hein, c'est ça, c'est ce pont-char qui est utilisé par... Oui, c'est un pont... oui, alors ça, c'est pas un char, mais du coup, c'est quelque chose qui permet d'avoir des camion, engins... Ouais, c'est des engins pour traverser. La France en a fourni d'ailleurs à l'Ukraine. Donc c'est des équipements qui sont très efficaces, qui sont indispensables et qui permettent de passer là où il n'y a pas de pont. Mais c'est pas quelque chose qui est, à mon avis, spécifique à Wagner. Il y a un côté catalogue de guerre, c'est affreux à dire, mais toutes les armées regardent ce qui marche ou ce qui ne marche pas. En off, il y a un certain nombre d'industriels de l'armement en France qui nous disent nos carnets de commandes, on n'a jamais vu ça. Il y a une demande qui est colossale, on n'arrive pas à suivre. Et à l'inverse, les Russes ont un gros problème. Les Chinois ont renoncé à travailler sur le Kamov 52. Les Émirats arabes unis ont arrêté de financer le Sukhoi 57 parce que eux, par contre, ils se rendent compte qu'il y a un problème avec le matériel russe qui n'est pas à la hauteur des attentes. Mais oui, il y a beaucoup de matériel qui ont fait leurs preuves. Le drone Bayraktar TB2, les commandes pleuvent. Les canons César, ça marche très très bien. Toutes les grandes marques occidentales, tous les grands fournisseurs occidentaux, pour eux, évidemment, ils prouvent la valeur de leur système. Et parfois, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils attendent de les vendre? Ils devraient en donner 5-10 pour prouver que ça marche bien, et derrière, ils auraient forcément des commandes. La nouvelle est tombée tout à l'heure, la finalisation du contrat d'achat des chasseurs Sukhoi 35, c'est le représentant permanent de la République islamique d'Iran qui l'a dit, l'Iran a finalisé le contrat d'achat des avions de chasse Sukhoi 35. Il y a là, entre les deux pays, Russie et Iran, disons, partenariat qui se développe à une vitesse grand V. C'est pas étonnant, c'est quelque chose dont on a déjà parlé ici il y a quelques mois. En réalité, c'est parce que les Russes sont avec un problème, ils ne peuvent pas utiliser leur aviation, donc ils ont des avions qui ont été vendus à l'Égypte. L'Égypte a renoncé à récupérer ces avions, et donc la Russie se retrouve avec plusieurs dizaines de Sukhoi 35 dont elle ne sait pas quoi faire, et ça tombe bien, la Russie a absolument besoin de matériel iranien, et notamment les missiles balistiques. Donc, a priori, il y aurait un échange qui a été réalisé entre les avions de chasse Sukhoi 35 contre des missiles balistiques. Et alors ça, c'est la concrétisation. Je ne savais pas que ça avait lieu aujourd'hui. Vous qui scrutez le ciel, regardons cette image. Elle est extrêmement parlante sur l'isolement de la Russie. Ce qu'étaient les vols, cette fois on parle du vol civil classique, avant et après la guerre, avant et aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut voir l'image, c'est du flight radar, c'est pas très sophistiqué, évidemment, mais on voit à quel point ce qui était avant, il y a une année, où la Russie, évidemment, échangeait avec le reste de l'Europe et d'ailleurs du monde, et puis tout s'est réorienté à l'intérieur. Quand on voit ça, il y a tout l'enfermement russe politique. Oui, je ne sais pas à quel point est-ce que c'est révélateur de l'incapacité russe à quand même continuer à vivre en intérieur, parce qu'ils ont gardé une certaine quantité d'avions qu'on leur avait loués en arrêtant de les louer, et ils peuvent faire ce qu'on appelle la cannibalisation, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à utiliser des pièces des avions pour les mettre sur les autres appareils pour essayer de continuer à voler. Malheureusement, je ne serais pas étonné qu'il y ait des crashs dans l'année qui vient par manque de maintenance, puisque la maintenance des moteurs ne peut plus être réalisée, les simulateurs de vol ne peuvent plus être faits pour les pilotes russes, donc à terme, il va quand même avoir de grosses difficultés pour maintenir cette aviation civile aussi. Est-ce qu'il pourrait arriver au stade, les Iraniens étaient arrivés là, quand il a été question de rétablir les vols transatlantiques de Téhéran
à New York, par exemple, ils n'avaient même plus les moyens de le faire parce que depuis les sanctions qui datent de plusieurs années, les avions n'étaient plus en état. Il y a certains avions qui avaient le droit de continuer à sortir d'Iran, mais à un moment, on a l'équivalent de ce qu'on appelait les listes noires à une époque, où les avions, quand ils n'ont pas une maintenance normale, quand les pilotes ne suivent pas les recommandations habituelles, ils n'ont simplement plus la possibilité d'être validés en termes de sécurité aérienne. Et il y a plein de pays comme ça qui sont sur liste noire, notamment par exemple la Corée du Nord, où il n'y a que quelques petits avions qui ont le droit de sortir et d'aller dans les autres pays. Donc là, par exemple, la Chine a déjà interdit à la Russie de venir sur son territoire parce qu'elle considère que les avions ne sont plus maintenus et que les pilotes sont plus formés. Donc que la Russie puisse se relancer dans quelques années quand tout sera derrière nous, ils en seront capables puisque c'est quand même un grand pays aéronautique. Mais eux, ils ne produisent plus d'avions. Ils ne produisent plus d'avions long courrier. Leurs avions, ils en produisent quelques-uns par an. Leur fiabilité est tout à fait remise en cause. Et les avions j'ai oublié son nom, qui devait être produit, le nouvel avion russe, en fait, il reposait tellement sur des composants occidentaux qu'il ne fera certainement jamais le jour. Une des meilleures spécialistes de la Russie va nous rejoindre précisément, Galia Ackerman de la Russie et avant ça de l'Union soviétique. Et écoutez sa déclaration. Il va en quelque sorte encore plus loin avec une forme d'éloge des représentants russes qui est tout à fait dans la veine que vous décrivez. J'ai parlé avec l'ambassadeur de Russie, une personne très digne et excellente. J'y suis allé une fois et il est venu plusieurs fois. C'est une personne excellente. J'ai reçu une réponse très correcte à ma demande d'aller voir Poutine de la part de Sergei Lavrov. Il a dit « oui, bien sûr, mais plus tard ». Mais avec Poutine, après la guerre, non. Il est venu ici 3 fois auparavant. C'est une personne cultivée, très cultivée. Galia Ackerman. Je n'ai qu'à hocher la tête. Vous savez, je dis encore une fois, c'est totalement anachronique parce que on peut dire que l'Ukraine a vraiment été un champ de bataille entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, dont elle faisait partie, mais elle a été occupée par les Allemands. Et donc, c'est ce que Timothy Snyder décrit si bien dans son livre « Les terres de sang », quand il dit qu'en fait, l'Ukraine a été l'un des enjeux principaux de cette Seconde Guerre mondiale en Europe. Mais aujourd'hui, personne, à part les Russes, ne veut envahir l'Ukraine. Quel empire les États-Unis bon, j'ai un peu peut-être... Est-ce qu'il est cependant représentatif, ce pape, d'une partie de l'opinion mondiale en termes de nombre, quand on pense que combien d'Africains, ils écrivent d'ailleurs abondamment sur les réseaux sociaux, mais aussi d'Américains du Sud, mais aussi d'Asiatiques, considèrent comme lui qu'il y a des empires qui se font face? Oui, parce qu'il y a une propagande russe qui va complètement dans ce sens. Là, il y a un paradoxe très frappant parce que la Russie, qui mène une guerre purement coloniale et impérialiste, en même temps se proclame champion de l'anticolonialisme. Et bien sûr, ce discours, il est porteur parce que pour les pays africains notamment, le passé colonial est encore relativement frais. Est-ce que, pardon, pourtant, il faut reconnaître qu'il y a aussi un impérialisme des nations démocratiques. Le Royaume-Uni a été une très grande puissance impériale, coloniale. Il y a un impérialisme américain. Pour le meilleur ou pour le pire, chacun en jugera, mais oui, c'est un empire. Moi, je considère que l'Empire britannique a été un empire, l'Empire français a été un empire, mais l'Empire américain, avec le contrôle effectif de plusieurs gouvernements dans le monde, etc., n'est néanmoins pas un empire, à mon sens. En Amérique du Sud, qu'est-ce qu'ils ont fait sinon l'impérialisme pendant tant de décennies? Écoutez, ils ont essayé de mettre au pouvoir les gouvernements qui leur convenaient. Les dictateurs, souvent. Il y avait cette formule. C'est un salopard, mais c'est notre salopard. Absolument, formule fameuse. Absolument, absolument. Mais cela ne veut pas dire l'emprise totale sur un pays. La colonie est une colonie. C'est quand même un terme juridique très net. Et dans ce sens, les États-Unis, ils ont contrôlé une grande partie du continent sud-américain, mais on ne peut pas dire que c'était un empire et que ensuite les nations se décolonisaient, etc. Xavier Titelman, avant de nous quitter, pour vous qui êtes spécialiste, ce n'est pas votre domaine de spécialité a priori, mais évidemment, on voit comment ici la déclaration du pape agite les esprits bien au-delà du cercle des catholiques seuls. Non mais, évidemment, il y a un impérialisme américain et ils sont un des premiers vainqueurs de cette guerre, à tout point de vue. Même les Chinois s'en plaignent.
l'invasion russe de l'Ukraine a relancé la capacité américaine de leadership, a relancé les dépenses de défense, a relancé leur position de leader dans le monde, que ce soit Taïwan, la Corée du Sud, l'Europe, tout le monde se range derrière les États-Unis. Donc évidemment, les États-Unis n'ont rien demandé, mais là, en l'occurrence, Poutine leur a fait un cadeau extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui se posent même la question et qui disent mais est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté de la part des Américains d'imposer aux Russes d'attaquer l'Ukraine? Évidemment non, mais par contre aujourd'hui, économiquement, stratégiquement, géopolitiquement, les États-Unis vont sortir vainqueurs, tout comme la Chine d'ailleurs, c'est les deux grands vainqueurs de cette guerre. Parlons-en de la Chine. Merci Xavier Titelman d'avoir été avec nous. Et on...